qu'Argent a vraiment cette vision en fait, de devenir un petit peu Revolut, mais sans la banque. Et donc d'avoir une application mobile qui soit très facile d'utilisation, très facile à utiliser par tout un chacun, où on peut faire de la DeFi vraiment en one tap avec des primitives complexes, mais qui sont simplifiées pour l'utilisateur. Salut Antoine, Salut Julien. bienvenue chez CryptoSquare. Donc aujourd'hui, merci d'avoir répondu présent. Bon, nous on se connaît un peu, mais j'ai quand même envie d'en connaître beaucoup plus sur toi aujourd'hui et sur ce que tu fais. Donc déjà, pour commencer, on va commencer de manière très simple. Tu peux te présenter et nous expliquer dans la foulée où tu en es aujourd'hui et pourquoi tu travailles chez Argent. Yes, d'abord merci de me recevoir en effet chez CryptoSquare. Comme tu dis, on se connaît depuis un certain temps. Je pense que je suis venu au 3e apéro crypto qui commence à dater un petit peu Ouais, maintenant. à peu près 3 ans. 3 ans, voilà. Et puis je suis abonné aussi au Hub Crypto, voilà, où je viens travailler tous les jours. Donc mon parcours, je dirais que ma première interaction avec la blockchain, la crypto, ça a été en 2017, où sous les injonctions d'un copain qu'on connaît bien tous les deux, Maxime Servet, j'ai acheté mes premiers Satoshi. Et à l'époque, c'était vraiment plutôt par curiosité de voir ce que c'était que cette nouvelle ovni technologique que je voyais là, sans vraiment comprendre les tenants et aboutissants et tout ce qu'il y avait derrière. Et j'étais encore étudiant à l'époque, donc je faisais des études d'ingénieur de gestion ici en Belgique. Et à ce moment-là, particulièrement, j'étais à Santiago au Chili, je me rappelle très bien, donc j'ai acheté mes premiers Satoshi à ce moment-là. Et puis je suis sorti de l'UNIF, j'ai commencé à travailler. D'abord, j'ai travaillé un petit peu dans le conseil en management, avec une spécialité dans les télécoms, où j'aidais les opérateurs téléphoniques à financer le déploiement de leur nouveau réseau, fibre optique, 5G, etc. Et j'aime bien dire que je vois souvent un parallèle entre ce qu'on fait maintenant ici dans la crypto, dans la blockchain sur Ethereum et ce que je faisais à l'époque. C'est-à-dire que dans les deux cas, on avait des réseaux de télécommunications et puis des cas d'usage qui commencent à venir, l'usage qui augmente et puis qui explose. Et à un certain moment, les réseaux existants ne suffisent plus à couvrir les besoins. Et donc, il faut trouver des solutions de scalabilité. Et donc, dans le cas des télécoms, c'est les réseaux 5G, les réseaux fibre optique. Dans le cas d'Ethereum, aujourd'hui, c'est plutôt les Layer 2. Et donc, je m'intéresse très fort aux Layer 2. Je travaille sur les Layer 2. Et puis, j'ai travaillé un petit peu dans l'industrie. Et puis, finalement, en janvier 2022, j'ai décidé de me lancer directement à 100% dans la crypto, dans la blockchain. J'ai d'abord touché un petit peu à tout. Ça, je me souviens de ce switch. Donc voilà, j'ai fait ce switch. Donc c'est à ce moment-là que je me suis rapproché de CryptoSquare. Je suis venu aux apéros crypto pendant tout un temps. J'ai aussi partagé les news mensuelles. Ouais, c'est même plus que ça, t'as animé les news pendant la toute première saison avec Exactement, Max. c'était la première saison. Donc voilà, j'ai aussi participé à l'organisation de la Brussels Blockchain Week. J'ai fait un peu de bizdev pour la collection NFT des Schtroumpfs. Donc voilà, j'étais ici dans l'écosystème belge. Bien implanté. Bien implanté, et je dirais que j'ai touché un petit peu à tout. Et puis finalement, je suis rentré chez Argent. Donc les gens ne le savent peut-être pas, mais les trois cofondateurs d'Argent sont belges, même si aujourd'hui, je dirais Argent est une entreprise Web3 typique, qui est explosé un petit peu partout en Europe, avec des employés un petit peu partout, et un siège qui se trouve plutôt à Londres, mais à la base, ce sont 3 Belges qui ont lancé Argent, et donc j'ai commencé à travailler pour Argent en tant qu'écosystème lead. Belle histoire. Et du coup, en fait, qu'est-ce que c'est un écosystème lead ? Ouais, donc c'est un concept qui est un peu nébuleux et assez large, et qui n'existe pas hors blockchain et ça m'étonne pas. hors crypto. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui regroupe pas mal de fonctions, mais au jour le jour, ce que je fais, c'est que je fais vraiment l'interface entre Argent et puis tous les devs et tous les projets qui veulent construire en intégrant nos produits. Donc on a toutes sortes de produits qui sont aujourd'hui sur Starknet. Donc Argent est une entreprise qui date déjà de 2017-2018, qui avait commencé sur Ethereum. Et puis, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un problème en termes de scalabilité, que les gas fees étaient beaucoup trop élevés, et qu'au final, Ethereum ne convenait plus en tant que réseau à ce qu'on voulait faire, parce que Argent, c'est un smart account wallet, et donc on veut vraiment offrir une expérience utilisateur optimale aux utilisateurs du wallet.
Et l'account abstraction sur Ethereum n'était pas top. Et donc, on a fini par maintenant se retourner plutôt vers Starknet, où on a une expérience account abstraction qui est optimale. Ah, c'est fluide, c'est rapide, c'est pas cher, l'interface est hyper friendly. Ouais, je pense. Et vraiment, le killer feature sur Starknet, c'est qu'il n'y a pas d'IOA. Hein. Donc, sans rentrer dans les détails, il existe sur Ethereum deux types d'accounts. Hein. Donc, ce qu'on appelle les externally owned accounts, les IOAs, qui sont complètement inertes. Et donc, ça, c'est typiquement voilà, ton MetaMask, où ces accounts, on ne peut pas faire grand-chose avec. Ils sont inertes, ils ne sont pas intelligents. Et puis, les smart accounts, qui sont en fait des smart contracts. Et donc, à partir du moment où ton account est un smart contract, tu peux coder dedans toutes sortes de logiques. Et donc offrir une expérience utilisateur qui est bien meilleure et construire toutes sortes de blocs supplémentaires dans ton account pour offrir des services supplémentaires aux utilisateurs. Arrête-moi si je me trompe, mais c'est pas un Belge aussi qui rédige les smart contracts sur Argent? Oui, il y a notamment, notamment dans l'équipe un Belge qui s'occupe de ça. Oui. Ok, du coup, Voire plusieurs. Ah ouais? Il y en a que je connais pas encore. On en parlera tout à l'heure. Ok, ok. Mais du coup, ta mission principale, c'est quoi au quotidien? Donc voilà, je dirais c'est vraiment, il y a du soutien aux devs, donc s'assurer que les devs qui implémentent nos produits voilà, trouvent une oreille attentive et trouvent du support tout simplement. On les aide à comprendre comment ça fonctionne. Typiquement, quand on vient d'Ethereum, on n'est pas tout à fait familier avec la manière dont fonctionnent les smart accounts. Hein. Donc dans tous les smart accounts Argent, on a 2 signers, donc il y a toujours un co-signer. Argent est un signer supplémentaire. Donc il faut voir un petit peu un smart account comme un multisig. Hein. Et donc l'utilisateur détient une clé principale. Et puis, on peut ajouter des clés supplémentaires qui vont venir signer dans certaines conditions, qui vont par exemple, nous on a un service anti-fraude, hein, donc on va passer toutes les transactions dans notre service anti-fraude et s'assurer que ce sont des transactions qui ont du sens. Donc typiquement, si l'utilisateur veut signer une transaction qui va envoyer des tokens vers un nouveau wallet, enfin vers une nouvelle adresse qu'il ne connaît pas encore, on va lui dire est-ce que vous voulez en effet faire ça? Est-ce que cette adresse n'est pas encore whitelistée? Il y a un check qui est effectué. Il y a ce check qui est fait, donc c'est le co-signer qui va devoir vérifier ça et puis signer aussi de son côté pour s'assurer que la transaction passe. Donc ça, typiquement, c'est des modèles mentaux qui sont un petit peu différents et que des devs qui viennent plutôt du monde de VM n'ont pas l'habitude d'utiliser. Donc on les supporte là-dessus. Une autre partie du job, c'est aussi de faire de l'advocacy, donc aller dans des events, organiser des conférences, parler d'argent, parler de l'account abstraction, parler de Starknet. On organise chaque année Abstract, qui est la plus grosse conférence account abstraction qui a lieu en général à DevCon ou DevConnect. Donc voilà, et puis il y a aussi un petit peu de bizdev, essayer de vendre nos produits, de vendre Starknet, parler de tout ça autour de nous. Quand tu dis vos produits, c'est quoi vos produits? Donc on a une suite de produits. Alors il y a une extension qui est un peu le produit phare, qui était le premier wallet sur Starknet, qui est donc une extension desktop qui s'appelle Argent X. Ensuite on a aussi un produit mobile, Argent Mobile, qui en fait est un produit qui est déjà assez vieux, qui date de 2018. Donc quand on a lancé sur Ethereum en 2018, c'était avec ce produit-là, avec Argent Mobile. Parce qu'Argent a vraiment cette vision en fait de devenir un petit peu Revolut mais sans la banque et donc d'avoir une application mobile qui soit très facile d'utilisation, très facile à utiliser par tout un chacun, où on peut faire de la DeFi vraiment en one tap avec des primitives complexes mais qui sont simplifiées pour l'utilisateur. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de l'account abstraction. Donc il y a Argent Mobile, on a ce qu'on appelle un web wallet, donc c'est un wallet où il n'y a pas de seed phrase et dans lequel on se login simplement avec un mot de passe et une adresse email. On vient de lancer un wallet sur Telegram également. On est en train de lancer, donc il y a pour l'instant 150 en circulation, mais une carte de débit, qui est un petit peu différente de ce qu'on peut voir jusqu'ici dans la crypto, dans le sens où il n'y a pas de top-up à faire. Donc on va pouvoir, et c'est de nouveau grâce à l'account abstraction et grâce aux session keys, pour ceux qui veulent rentrer un peu plus dans les détails, on va pouvoir plug-in cette carte directement dans un account que tu utilises au jour le jour pour faire de la DeFi, pour interagir avec des applications décentralisées, etc. Donc c'est vraiment pousser, je dirais, le plus loin possible cette expérience Web3, mais qui devient en fait très vite un peu une UX Web2. En tout cas, si elle est aussi efficace qu'elle est belle, je me réjouis de l'essayer. Et du coup, on prépare un tutoriel, enfin plutôt une vidéo de présentation sur justement comment ça fonctionne.
Donc ça, je mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires par la suite quand elle sera tournée. Bah, très bien, parce qu'on est très bullish sur cette carte. Et du coup, comment vous onboardez des nouveaux utilisateurs? Parce que bon, il faut du monde quand même pour l'utiliser. Tu veux dire sur la carte particulièrement ou... Non, pas la carte, pardon. Je reviens sur le wallet plutôt. Ouais. Maintenant. Le wallet. Ok, bon, je pense que Starknet, tous les gens qui sont sur Starknet ont quasiment tous utilisé votre wallet. Ouais. Mais comment tu fais pour onboarder des nouveaux? Donc, en effet, je pense qu'il y a plusieurs canaux d'acquisition pour les utilisateurs. Donc, il y a un peu, je dirais, le canal d'acquisition blockchain, où on a des utilisateurs qui s'y connaissent en blockchain, qui ont l'habitude de jongler entre différentes blockchains, de bridger, et qui donc, eux, vont passer d'un layer 2 à l'autre, typiquement sur Ethereum, vont venir sur Starknet, et donc dans ce cas-là, en effet, sur Starknet, MetaMask ne fonctionne pas, et donc il faut un wallet argent. Et dans ce cas-là, on télécharge le wallet et puis on est onboardé. Mais donc on vient pour une blockchain spécifique, et pour moi, c'est un modèle mental qui va tendre à disparaître. Ça n'a pas vraiment de sens de se dire je vais utiliser cette technologie en particulier plutôt qu'un produit. Donc, le deuxième modèle mental qui suit ça, c'est plutôt venir sur une blockchain, chercher un produit en particulier. Donc là, typiquement, je pense que la carte argent, c'est un bon exemple. Donc, l'utilisateur peut vouloir utiliser ses cryptos, soit cash out ses cryptos dans la vie réelle avec sa carte, soit se dire, je vais faire du lending, je vais prêter mon Bitcoin ou prêter mes Ethers et emprunter de l'USDC, et puis dépenser cet USDC dans la vie réelle. Et donc, je vais chez Argent parce qu'ils ont une super carte. Ça, c'est encore un deuxième canal d'acquisition. Et puis, il y en a un troisième qu'on est en train d'explorer pour l'instant. Revenons sur le wallet. Ouais. Revenons sur la DeFi, plus exactement cette fois-ci. Les protocoles les plus populaires en ce moment sur Starknet, d'après toi, ce seraient lesquels? Ouais, donc il y en a quelques-uns qui fonctionnent assez bien. Typiquement Avenue, qui est un DEX aggregator, qui est très performant, très chouette à utiliser. Voilà, super expérience. Et de nouveau, parce qu'on a de l'account abstraction, on a des transactions qui se font en one click. Il ne faut pas approuver les tokens et puis envoyer cette transaction de swap. Tout ça se fait vraiment en une fois. Niveau innovation, ils sont plutôt très bons. Ils sont plutôt très bons, ouais. L'interface est aussi très chouette à utiliser. Je pense également à Ecubo, qui est un automated market maker qui est celui qui est le plus à la pointe aujourd'hui, je pense, sur Ethereum at large. Il y a Vezu également qui permet de faire du lending, c'est un protocole de lending. Ultra facile d'utilisation aussi, genre on dirait un Snap GPT où tu rentres ton info, ça te sort autre chose, c'est juste avec une barre de recherche. Exact. Donc voilà, en gros, tu as tous les trucs, je dirais, de base dont tu as besoin pour faire un peu de DeFi sur une blockchain. Mais sauf que pour moi, l'expérience est bien meilleure sur Starknet que sur n'importe quel autre, que sur Ethereum d'abord, et puis que sur n'importe quel autre layer 2. Et ces applications, elles sont intégrées dans le wallet ou... Ouais, donc certaines le sont. Donc comme j'ai dit, un truc qu'on veut faire avec notre wallet, notamment le wallet mobile, c'est simplifier les interactions blockchain au maximum. Et donc, oui, directement depuis ton wallet mobile, tu vas pouvoir staker tes Stark, parce que sur Starknet, il y a du staking de jetons. Tu vas pouvoir générer un rendement sur ton Ether directement en interagissant avec ces protocoles. Mais depuis l'interface du wallet, donc pas besoin d'aller toi-même t'embêter dans les pools et de devoir comprendre tout ça. Ok. Mais du coup, par rapport à la sécurité, comment vous gérez la sécurité dans le wallet? Ouais, donc évidemment la sécurité c'est un sujet très important, surtout pour un wallet. Donc, en termes de sécurité, pour un smart account wallet, il y a un truc qui est très important, c'est le smart account, forcément. Donc c'est l'account qui est sous-jacent au wallet. Donc nous on fait des smart accounts depuis 2018, donc je pense qu'ils sont éprouvés, battle testés. Ils sont open source évidemment, ils ont été audités à de nombreuses reprises. Ils sont utilisés aussi par des grands de l'écosystème, il me semble. Exact, donc ils sont utilisés par la plupart des échanges centralisés. Donc quand ils décident de supporter Starknet, ils ont besoin d'un smart account en sous-jacent. Donc c'est en général les smart accounts argent qui sont utilisés. Donc voilà, ça je dirais c'est pour la partie qui est un peu plus partie basse de l'iceberg, un peu cachée de l'utilisateur. Pour ce que l'utilisateur va voir, donc pour moi, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Le premier, c'est la fin des seed phrases. Une seed phrase, c'est une très mauvaise user experience. Je veux dire, tu perds ta seed phrase, tu perds l'accès à tous tes fonds, à ton identité digitale, etc. Et donc, en fait, tu as envie d'avoir un maximum de copies de cette seed phrase.
Mais sauf que si quelqu'un trouve une copie de ta seed phrase, ben, tu perds également tous tes fonds. Donc je crois qu'il y a vraiment un gros problème là-dessus sur lequel est fondé tout cet écosystème Web3. Et donc nous, on se débarrasse des seed phrases. Donc on a des systèmes de guardians, de recovery qui peut se faire soit off-chain, soit on-chain. Mais en termes de peace of mind, voilà, c'est beaucoup mieux. Tu as plus de seed phrases. Et puis ouais, il y a d'autres features. Donc comme je disais, donc typiquement on a du 2FA par exemple sur nos wallets. Donc tu peux demander que sur certaines transactions, il y ait un second facteur qui soit nécessaire. Donc, quand tu vas utiliser ton wallet sur une nouvelle machine, sur un nouvel ordinateur, typiquement, il va y avoir un 2FA, donc tu vas devoir recevoir un code par email pour s'assurer que voilà, c'est bien toi qui es là derrière. Et puis, comme je disais, on fait de la transaction review. Je pense qu'énormément de fonds ont été perdus parce que les utilisateurs ne comprenaient pas ce qu'ils signaient. Et donc maintenant, ça c'est aussi quelque chose qui est terminé. Donc on essaye de faire comprendre de manière très claire, en langage intelligible, aux gens ce qu'ils signent. Et donc s'il y a des tokens qui vont du wallet A au wallet B, tout ça est affiché de manière assez claire. Ça va quand tu envoies des fonds sur un autre wallet, mais quand tu signes Ouais. sur une app, c'est clair aussi le message? Ouais, le message en général clair, sauf si c'est une app qui fait quelque chose de très innovant Et qui n'est pas encore listé. et qui n'a pas pris contact avec moi. Ouais, c'est pas normal. Hein. Donc on a peut-être du mal à lire la transaction, mais sinon oui. Et typiquement là-dedans, il y a aussi, voilà, si vous interagissez avec une application qui n'est pas connue, qu'on ne connaît pas, vous verrez aussi que c'est probablement un scam. Warning, quoi. Il y aura un warning directement dans le wallet. Ouais, mais il faut faire attention, quoi. Ouais. Du coup, les partenariats ou les collaborations que vous avez déjà mis en place jusqu'à maintenant, celles qui ont été les plus fructueuses, qui vous ont ramené le plus d'utilisateurs, si tu pouvais nous donner un ou deux exemples, ça serait quoi? Ouais, alors en termes de ce qui nous a ramené le plus d'utilisateurs, je sais pas. Moi, il y a deux exemples que je trouve très chouettes, plutôt d'un point de vue technique et technologique. Le premier, c'est le partenariat qu'on fait avec Coolipa, qui nous aide à développer la carte, notre carte de débit, et qui s'occupe en fait de toute la partie qui est en aval de la blockchain. Donc disons que la blockchain est plus en amont, en aval de la blockchain, toute la partie régulatoire, le KYC, etc. Parce que nous, c'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est de faire un wallet qui soit sécure, qui soit facile à utiliser et avec lequel tu puisses interagir avec les primitives de DeFi. Et donc, eux s'occupent plutôt de la relation typiquement avec Mastercard, le KYC, toute cette partie-là. Ça, vous avez tout externalisé et Exactement. c'est eux qui gèrent tout ça. Exactement. Donc ça, je pense que c'est très important. Et puis un autre partenariat dont j'aime bien parler, c'est ce qu'on a fait avec Influence. Donc Influence, c'est un jeu fully on-chain. Donc ça, c'est aussi une narrative qui n'a pas encore explosé, mais qui a un potentiel. Donc d'avoir des jeux qui vivent on-chain, qui sont inarrêtables, qui sont là pour toujours et dans lesquels on peut venir se plugger, ajouter toutes sortes de dimensions. Et donc Influence sur Starknet a vraiment fait quelque chose qui est extrêmement léché, extrêmement poussé. Donc c'est un jeu de conquête spatiale, mais avec des économies in-game qui sont très poussées. Et donc là, on les a aidés à avoir une expérience, un onboarding très fluide, où, avec notre web wallet justement, où de nouveau, il n'y a rien à télécharger, il n'y a pas d'extension à télécharger, il n'y a pas de seed phrase. En fait, avec un mot de passe et un email, tu commences à jouer. Donc ça, je trouve ça très chouette. Et c'est une expérience qui a été réitérée avec un autre acteur, mais dont je ne peux pas encore parler pour l'instant, mais il s'agit d'une grosse IP. Et je suis aussi très enthousiaste à l'idée de voir ce truc arriver sur le marché. Impatient de tester tout ça. Je reviens encore sur le wallet. Moi, je l'ai connu à l'époque sur Ether. Ouais. Après, il y a eu Starknet et ZK Sync. ZK Sync, ouais. Je pense. Pourquoi avoir choisi Starknet donc l'idée, c'est qu'il fallait... il faut un réseau scalable. Je pense que tout le monde est d'accord pour ça aujourd'hui, qu'Ethereum n'est pas suffisamment scalable et que la scalabilité se fait sur ses layers 2. Ça, c'est sûr. Donc ça, il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Ensuite, il y a une autre discussion, c'est autour de l'account abstraction. Donc, il n'y a pas d'account abstraction qui est native à Ethereum Layer 1. Et donc, si tu veux, toutes ces nouvelles features, le fait de se priver de seed phrase, le fait d'avoir du 2FA, le fait d'avoir des cosigners, du recovery de ton wallet, etc., c'est possible que grâce à l'account abstraction. Et donc, on cherchait un layer 2
donc, parce qu'il est scalable, mais également qui est une roadmap ambitieuse sur l'account abstraction. En termes de layer 2, on pensait que les ZK Rollup étaient probablement le futur, et on pense toujours que c'est le futur. Et donc à l'époque, quand il a fallu choisir, il y avait ZK Sync et Starknet qui étaient en développement. Donc on a expérimenté avec les deux. La grosse différence entre ces deux réseaux, c'est que sur ZK Sync, il y a encore des EOAs. Donc ZK Sync, c'est un peu un hybride. Donc il y a de l'account abstraction qui est natif au protocole, mais les EOAs, donc les accounts qui sont inertes, MetaMask, fonctionnent aussi avec ZK Sync. Sur Starknet, il n'y a que des smart accounts, il n'y a plus d'EOAs. Et donc la grosse différence, c'est que les applications vont construire des expériences qui sont pensées pour l'account abstraction et pour les smart accounts sur Starknet, alors que sur ZK Sync, ils construisent des applications qui sont avec des expériences qui sont pensées pour les utilisateurs d'EOAs, pour une raison bien simple, c'est que 90% ou 95% des utilisateurs de la blockchain sont toujours sur des EOAs et n'ont pas envie de migrer naturellement parce qu'on n'aime pas abandonner ses habitudes. Il y a ses habitudes, c'est une chose, mais aussi son Ouais, historique. On sait bien qu'un historique, ça prend des années à construire et ça peut servir. Et donc Starknet a vraiment fait un choix qui est radical. C'est l'un d'eux, mais il y a aussi des choix sur la machine virtuelle, sur le langage de programmation, etc. Mais il y a vraiment eu ce choix radical de ne plus avoir d'IOA et d'y aller à 100% dans les smart accounts. Et c'est pour ça qu'on peut construire des expériences qui sont meilleures sur Starknet. Ça, c'est, je pense, le point fort. Et c'est pour la même raison que on a plus de mal à faire transitionner des utilisateurs de l'EVM vers Starknet parce qu'ils font un wallet qui est différent. Et donc, il y a toute une friction qui se fait, mais l'expérience est meilleure. Et donc, nous, le pari qu'on fait, c'est que Starknet va gagner sur le long terme et que parce que l'expérience est meilleure et parce qu'on va pouvoir construire en fait des nouveaux produits, des produits avec des expériences complètement différentes, grâce à l'account abstraction, on va aller chercher en fait des nouveaux utilisateurs et que la vague de nouveaux utilisateurs, elle viendra sur Ethereum par Starknet. Ok, mais vous pourriez imaginer travailler avec une autre chaîne en plus, par exemple être multi-chain ou... Oui, donc comme tu dis, en fait, on a été multi-chain à un moment, et donc en fait, le wallet mobile est toujours disponible pour certains utilisateurs sur Ethereum, sur ZK Sync et sur Starknet. Et donc, mais c'est juste qu'on on a choisi maintenant de pousser le développement beaucoup plus sur Starknet. Il n'est pas impossible qu'un jour, s'il y avait, même sur Ethereum Layer 1, si Ethereum Layer 1 faisait de l'account abstraction native, et que donc on pense que on pourrait aller construire là l'expérience qu'on veut. Oui, c'est des choses dont on pourrait discuter. Ok. Du coup, tu peux nous parler de, je ne sais pas si tu peux, mais de la roadmap d'argent des prochains trimestres ou des prochains mois qui arrivent. Alors, la carte, ok, ça j'ai compris. Ouais, donc la carte va vraiment être le gros focus Ok. sur les mois qui viennent. Après, je pense que on reste relativement agile pour réagir aussi aux différentes narratives qui pourraient arriver, notamment sur Starknet. Il y a un travail qui est fait avec un rapprochement vers Bitcoin aussi. Et donc il se pourrait qu'on ait aussi un rôle à jouer là-dedans. Starknet, non, Bitcoin sur Starknet. Donc l'idée, ce soit que Starknet puisse devenir également un layer 2 de Bitcoin. Alors les implications techniques sont très compliquées, mais donc il faudrait je peux imaginer. que je suis pas capable de les expliquer, mais il faudrait sur Bitcoin, il y a quelque chose qui soit implémenté qui s'appelle OP-Cat et qui est discuté depuis très longtemps et qui en fait faisait partie de Bitcoin ou des plans de Satoshi déjà aux origines, et puis qui a été retiré de la code base de Bitcoin. Et donc on rediscute. Je pense que c'est quelque chose qui est sur la table depuis quelques années, de comment est-ce qu'on peut amener de la programmabilité à Bitcoin, à un écosystème DeFi, etc. Et donc, une des possibilités, ce serait d'activer cet OP-Cat. Et donc, dans ce cas-là, Starknet pourrait devenir un layer 2 de Bitcoin. On pourrait faire des transactions sur Starknet qui soient ensuite settled sur Bitcoin. Et ça, je pense que c'est possible uniquement pour les ZK Rollup, typiquement. Je ne crois pas qu'un optimistic Rollup pourrait en faire autant. Et donc, il y a un travail, il y a des rapprochements qui se font entre Starknet et Bitcoin. Et bon, il faut savoir que Bitcoin, c'est un énorme marché. Si ce n'est le plus gros. C'est le plus gros, oui, c'est en effet le plus gros marché. Et il y a très peu de DeFi, il y a très peu de programmabilité. Et donc, je crois qu'il
il y a vraiment un truc à faire pour le layer 2 qui peut devenir un layer 2 leading sur Bitcoin. Et donc typiquement, on peut imaginer des expériences où quelqu'un qui possède du Bitcoin le bridgerait, donc ce serait un bridge natif, hein, idéalement, il pourrait le bridger vers Starknet, le faire rentrer dans la DeFi sur Starknet, dans des protocoles de lending comme Vesu, emprunter de l'USDC et puis dépenser son USDC avec la carte argent. Et donc dans ce cas-là, on a vraiment une expérience end-to-end où sans jamais dépenser son Bitcoin, on peut quand même cash out d'une certaine manière. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de très concret. Oui, ouais. C'est un beau programme. C'est un beau programme et connaissant voilà, les équipes chez Starkware qui ont quand même une réputation de pouvoir deliver ce qu'ils promettent de deliver et en général plus vite que prévu. Voilà, je reste très bullish. Ok, bon, on va rester à jour, on va suivre ça de tout près. Bon, tu nous parles un peu plus de toi. J'ai peut-être encore 2-3 questions. Ouais. La première, c'est qu'est-ce qui te passionne dans cette industrie? Parce que je crois qu'il faut être passionné pour travailler là-dedans. Ouais, moi je crois que ce qui me passionne, c'est la vitesse à laquelle cette industrie voilà, est en mouvement. Il y a des choses nouvelles tous les jours. D'un point de vue technique, je crois qu'il y a aussi une certaine stimulation intellectuelle qui est assez importante. Quand on arrive à bien construire, à bien comprendre ce sur quoi on construit, ce qu'on est en train de faire, quelles sont les technologies sous-jacentes. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant. Après, comme tu dis, il y a un peu de tout. Donc là, au moment où on enregistre cet épisode, on est 2 jours après le lancement du Trump Token. Et le Melania Token. Et puis le Melania Token. Ouais. Et donc ouais, je crois que parfois c'est un peu dur de rester focus et de garder... Il y a plein de gens qui sont là pour ça, qui sont là pour voilà, faire de l'argent rapidement. Et je crois qu'au final, tout le monde est là pour faire de l'argent rapidement, ou en tout cas pour faire de l'argent. Mais il y en a qui n'ont rien à faire en fait, de la technologie sous-jacente et potentiellement voilà, du changement de paradigme dans lequel ça peut nous permettre de faire rentrer ou permettre de faire rentrer l'Internet tel qu'on connaît. Et donc je crois que c'est important aussi de réussir parfois à garder un peu un cap et de réussir à prendre un peu de recul et à savoir où on va. Il y a tellement de bruit qu'il faut faire attention quand même. Exactement. Niveau, tu me disais il n'y a pas longtemps que tu étais bullish. Et du coup, sur quel narratif, sur quoi en ce moment tu es plutôt bullish? Si tu es bullish, peut-être tu n'es pas du tout bullish, je ne sais pas. Alors moi j'étais bullish Ethereum, mais sauf que le price action pour l'instant ne nous donne pas tellement raison. Donc comme j'ai dit, je pense que les rapprochements, les rapprochements de Starknet et Bitcoin, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça c'est sûr. Est-ce que maintenant il y a quelque chose un peu plus immédiat sur lequel je suis bullish? On parle beaucoup des AI agents au bureau. Surtout Maxime. Donc forcé d'être un petit peu bullish là-dessus. Même chose, je ne sais pas exactement où ça va aller. J'ai l'impression qu'on se projette voilà, de nouveau sur des choses qui ne vont pas connaître d'adoption avant peut-être 5 ans ou même 10 ans. Après, voilà, ce qu'on dit, c'est toujours qu'on on surestime un petit peu les changements au long terme et on les sous-estime au court terme. Mais donc oui, les AI agents, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là derrière. Je pense que ça pose aussi beaucoup de questions parce qu'on parle voilà, de donner accès à son wallet à des AI agents pour faire des transactions dans tous les sens, pour bridger d'une blockchain à l'autre, aller dans un protocole DeFi, faire des choses dans tous les sens. Je pense qu'il faut aussi, pour quelqu'un qui travaille pour un wallet, s'assurer que tout ça reste bien du self-custody. Si on laisse les AI agents voilà, avoir le contrôle sur nos fonds, sur la blockchain, on perd complètement le self-custody. Et un autre truc auquel il faut faire attention, je pense, c'est que ça obfusque un petit peu la complexité qu'il peut y avoir derrière. Donc, on peut avoir l'impression que les choses sont simples parce que c'est un AI agent qui le fait pour nous, mais qu'au final, on ne se rende pas compte que cet AI agent va passer par telle ou telle blockchain ou tel bridge qui est mal sécurisé, aller dans tel protocole parce qu'il y a un rendement qui est élevé, mais qu'en fait, le protocole voilà, est shady, n'a pas été audité, a été lancé par des scammers. Et donc voilà, un AI agent, ça reste une black box pour la plupart des gens. Et donc, au final, il faut lui faire confiance. Et donc, on en revient encore à un problème de confiance. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à un AI agent, mais pas à sa banque ou pas à son gouvernement? Voilà, je pense qu'il y a tout un
tout un espace pour expérimenter. Chez Argent, on a commencé aussi à regarder comment C'est exactement ce que j'allais te demander. Ben ouais. Sur Starknet, chez Argent, vous en êtes où de ces IA agents, justement? Ouais, donc je crois que c'est dur de passer à côté. Clairement, il y a quelque Impossible. chose. Il y a quelque chose, donc il faut expérimenter. Une autre chose dont je ne suis pas sûr, c'est est-ce que l'utilisateur final sera lui en contact direct avec cet AI agent ou est-ce que les AI agents sont plutôt utilisés dans le back-end et puis voilà, servent à aller chercher des routes optimales, à projeter voilà, différentes choses pour les utilisateurs, mais qu'eux interagissent plutôt avec une interface plus classique. Ce serait possible aussi. Donc, on explore tout ça. Il y a les AI agents dans la DeFi. Quelque chose que je trouve aussi intéressant, c'est les AI agents dans le gaming. Donc ce week-end, Ils jouent à ta place. Ils jouent à ta place. En fait, ils ne jouent pas forcément à ta place, mais tu peux jouer contre des AI agents. Et donc, ça peut te donner une nouvelle dimension à ton jeu, d'avoir en fait ces agents indépendants, autonomes, qui vont te répondre, qui vont s'adapter à ce que toi tu fais, qui peuvent voilà, décider d'acheter, de vendre, tout ça dans un jeu on-chain. Et puis peut-être même de se projeter hors de ce jeu et d'aller faire des choses voilà, à l'extérieur ou de créer des écosystèmes complets. Il y a des choses à explorer. Tu nous donnes des pistes par rapport à ce que tu disais au début de l'interview, par rapport à un jeu, mais que tu ne pouvais pas trop en parler? Non, c'est pas ça. Oh, ok, d'accord. C'est encore d'autres pistes. Ok, tant pis. J'ai essayé. Hein. Ouais. Ok. Dans cette industrie, dans cet écosystème, on entend toujours plein d'histoires qui sont inspirantes ou terrifiantes. Ça c'est au choix. Toi, dans ton parcours, si tu en as une ou deux que tu pourrais nous raconter qui t'ont vraiment marqué, ça serait lesquelles? Ouais, alors en termes d'anecdotes, un truc qui fait toujours bien rire les copains, c'est le fait que j'ai servi quand même pas mal de top signal en 2021. Donc, allez, au top du bull 2021, j'ai quitté donc mon travail dans l'industrie brassicole, donc pour me lancer voilà, dans le Web3 sans vraiment avoir de plan, sans savoir ce que j'allais faire. Ben bon, j'avais de l'argent de côté vu que c'était le bull, et puis voilà, ça c'était donc fin 2021, et puis en janvier 2022, le marché s'est effondré. Donc soudain, je me suis retrouvé sans argent de côté. Et je m'étais aussi acheté une voiture qui était l'objet qui avait le plus de valeur que j'ai jamais possédé. C'était une Mazda MX-5, donc une magnifique décapotable. Jolie. Ouais, elle était avec les sièges en cuir, etc. Magnifique. C'était de la seconde main, donc elle m'avait coûté 5 000 €. Mais pour moi, c'était quand même déjà une grosse somme. Et puis voilà, le marché s'est effondré. La décapotable, en fait, il s'est avéré que c'était un scam. Elle prenait de l'eau de tous les côtés. Donc, tu l'avais payé en crypto? Je l'avais pas payé en crypto, non. Donc j'ai dû la revendre. Et voilà, donc beau top signal quand les gens autour de toi commencent à lâcher leur job, à acheter des belles voitures. Écoute, merci beaucoup Antoine d'être venu. On se revoit très bientôt. Et bonne continuation chez Argent. N'hésite pas à nous tenir au courant des évolutions. Ouais, ben avec grand plaisir. Merci pour CryptoSquare, pour tout ce que vous faites pour l'écosystème belge. Merci. Et j'espère que ça va encore continuer longtemps comme ça. En tout cas, on est bien motivés et on est bien lancés.